TikTok, ils aiment rendre les gens clairs comme ça. Après, c'est pour avoir des problèmes. On vous dit les femmes claires, ceci, femmes claires, cela. D'accord, je fais comment là? Performance. D'accord. Ok. TikTok, dis-moi. Ah, il y a des gens qui sont déjà là. Otep, 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 la famille, j'espère que vous allez bien. Je pensais que j'étais seule dans mon truc, hein. Excusez-moi, je parlais seule. Oula, alors ce live, je préfère vous prévenir, peut-être ne va pas être intéressant pour vous, parce que je vais parler d'économie. Donc si vous êtes gentil, vu que c'est un truc, il y a longtemps j'ai annoncé ça, et que les gens voulaient... on m'avait restreint mon compte et que j'avais des problèmes de son au niveau de mon téléphone que je ne maîtrise pas. J'ai tout essayé, je ne maîtrise pas. Donc, si jamais vous êtes là et que vous voulez suivre ce live jusqu'à la fin, eh ben, je vous invite à tapoter et à partager. Je ne dis jamais ça, mais vous-même, vous voyez que si c'est un sujet important, eh ben, il va falloir tapoter et partager. Dites-moi si le son est bon. Je vais essayer de mettre au maximum mon son. Voilà. Je sais que j'ai du coffre, j'ai une bonne voix là pour un petit bout de femme comme moi. Mais dites-moi si le son est bon. Alors, je vais vous saluer. Je vais saluer ceux qui sont là. Justin, Mambaza. Excuse-moi si j'écorche ton nom. Tine, Otep. Otep, ce que je vois, je salue. Hein. Pour l'instant, je vois rien d'autre. Abdul, Draman, Otep. Le son est impeccable. Ben Salman. Merci, mon frère. Alors, je vais vous parler de l'économie et ça concerne mon pays ma terre natale, la Côte d'Ivoire. Sinon, vous savez que je suis une fille de Kama, une fille d'Afrique. Tous les pays d'Afrique sont mes pays. Voilà. Donc, si vous comprenez un peu, je vous annonce un peu la couleur. Oui, je suis panafricaine, je suis panacamide et j'assume qui je suis. L'économie de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire détient combien de pourcentage de son économie face aux investisseurs étrangers? Eh bien, moi, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des chiffres de 2023. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être eu une légère ou une grosse progression. Donc, référez-vous à des chiffres de 2023 et si mes chiffres ne sont pas corrects ou semblent incorrects, dites-vous que c'est des chiffres qui datent de 2023. Donc là, nous sommes en 2025, donc il y a 2 ans qui sont passés. Donc, il va falloir mettre au goût du jour. Mais moi, c'est que ces recherches que j'ai faites, que j'ai pu trouver ces chiffres de 2023 que je vous donne. Donc, chère famille Otep, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Tanourou, Kémit Assumé. Si vous ne me connaissez pas, je me présente. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, bah, vous connaissez hein, la famille, c'est moi. Un peu de peps aujourd'hui, un peu de, on va dire, de chaleur dans le corps et tout. Donc, de la santé. Donc, je me permets de venir là vers vous pour vous parler d'un sujet crucial qui est l'économie en Côte d'Ivoire. Et mon titre, le titre de mon live, ça va être « Si j'étais présidente de la Côte d'Ivoire ». Voilà. Alors, donc, en 2023, les investissements privés agréés en Côte d'Ivoire se repartissaient comme suite. Investissements directs nationaux, 49%. Investissements directs étrangers, IDE, 51%. Donc, les investissements nationaux directs étaient de 49%, chiffre de 2023. Donc, je reste toujours avec les deux petites entre guillemets. Le stock total de l'IDE, donc l'IDE, c'est investissement direct étranger, était estimé à 13,67% de milliards en US dollars. Et en 2022, représentant environ 19,5% du PIB du pays. Les chiffres indiquent que les investisseurs étrangers détiennent une part significative de l'économie ivoirienne, bien que les investisseurs nationaux jouent également un rôle majeur. Ces chiffres surprennent et suscitent des émotions fortes, et bien évidemment, parce que n'importe qui dans son pays n'aimerait pas savoir que des étrangers sont plus riches que, on va dire, les nationaux ou que les habitants ou que le pays même.
Donc, et malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous subissons, c'est ce que nous vivons. Les Ivoiriens sont plus pauvres sur leur propre terre, sur leur propre sol, que des étrangers. Alors, et quand je parle des étrangers, je parle des étrangers non africains, surtout. Alors, donc, ces chiffres surprennent et suscitent beaucoup d'émotions, des émotions fortes. La situation économique d'un pays et le rôle des investisseurs étrangers sont des sujets complexes. Cependant, cela reflète aussi l'attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investissements. Ben, évidemment, un pays où on ouvre les portes aux étrangers, où ils ne payent presque pas d'impôts, voire même zéro impôt, ils payent les impôts carrément directement dans leur pays, comme la France, et ben ça ne peut que attirer des investisseurs, ça ne peut que attirer des entreprises aussi qui font, excusez-moi, la fuite des impôts ou même du blanchiment d'argent. Donc, les investissements internationaux, ce qui peut être une opportunité pour la croissance à condition que les retombées profitent aussi aux populations locales. Si tu veux, on peut approfondir sur... Alors, moi, si j'étais présidente, comment je peux faire si j'étais présidente? Oui, je me permets parce que vu que je n'ai pas le programme de tous les soi-disant candidats aux élections nationales en Côte d'Ivoire, aux élections pardon, présidentielles en Côte d'Ivoire, moi je me permets, donc voilà, ce n'est que de la fiction, hein, donc ne prenez pas ma vidéo, mon live, comme une attaque, très cher politicien. Vous savez ce que je pense de la politique. Mais s'il y avait à choisir, hein, je n'allais pas les yeux fermés, j'aurais préféré opter, je préférerais opter pour l'option du président Gbagbo parce qu'il a une vision panafricaine. Voilà, c'est tout ce qui me motive. Voilà. Et aussi sa lutte pour tout ce qu'il a fait pour pouvoir nous ouvrir les yeux. Parce que si nous autres, aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur les panels, et bien moi, mon déclic, ça a été grâce au président Laurent Gbagbo et la vente des esclaves en Libye. Des Noirs, je précise, en Libye. En 2000, on était en 2017-2018. 2017, voilà, 2016-2017. J'étais choquée. Voilà, c'est ce qui m'a poussée à me mettre, à me jeter sur les réseaux sociaux, à me forcer, parce que je ne suis pas quelqu'un qui... je suis quelqu'un de très timide, ça ne se voit pas comme ça. Je suis une timide extravertie. Quand je suis à l'aise, voilà, je me lâche. Mais sinon, je suis quelqu'un de très timide dans la vraie vie, dans la nature. Je ne parle pas comme ça aux gens. Donc, dans la vraie vie, on me prend pour quelqu'un d'introverti, alors que ce n'est même pas le cas. Je suis peut-être une introvertie, mais un peu surexcitée. Donc, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vidéos, ben, j'ai pu aussi soigner ma timidité en plus de mon métier que je faisais avant. Donc, si tu veux aujourd'hui approfondir sur comment l'économie de la Côte d'Ivoire peut se rééquilibrer pour renforcer la part nationale, puisque je vous ai lu auparavant que la part des investissements nationaux sont à 49%, chiffre de 2023, et la part des investisseurs étrangers était à 51%. Voilà. Et donc, moi, en tant que présidente de la République de Côte d'Ivoire, si je veux rééquilibrer les choses ou même renforcer la part de l'investissement national ivoirienne, eh bien, je vais me lancer directement sur l'économie. Donc, je vais faire une stratégie d'abord. Hein. Je vais faire une stratégie d'appel d'offres du peuple, c'est-à-dire des nationaux. Je ne vais pas faire des appels d'offres des étrangers, évidemment. Donc, pour promouvoir l'entrepreneuriat, je vais commencer par promouvoir l'entrepreneuriat local. Donc, pour ça, il faut un financement accessible. C'est-à-dire que moi, Tanourou, quand je veux aller, par exemple, ouvrir une boutique, par exemple, Utadjiri, en Côte d'Ivoire, et que ben, sur mes fonds, j'ai peut-être 10 millions de francs CFA, et qu'il m'en faut peut-être encore 16 millions pour pouvoir faire une boutique avec tout le processus de production, comment on appelle ça, d'emballage, de commercialisation, donc une boutique, plus, comment dire, plus un suivi et de transport logistique aussi, eh bien, il me faut à peu près entre 26 millions et 36 millions de francs CFA.
Eh bien, si moi j'ai un apport de 10 millions de francs CFA, eh bien, j'aurais besoin de 26 millions de francs CFA. Et qui peut me donner ces 26 millions de francs CFA? Normalement, si dans un pays normal, bien gouverné, je vais faire, comment dire, un plan comment on appelle ça, un plan d'offres au gouvernement ou aux banques nationales. Ce qu'il n'y a pas, ce qui n'existe plus en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de banque nationale en Côte d'Ivoire, mais aberrant, c'est du jamais vu. En fait, je vais dire, depuis que le président Ouattara est là, il n'y a plus de banque il y a que des banques internationales. Donc, je vais voir une banque nationale directement et lui dire, voilà, voici mon business plan, j'ai fait ça, 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 et j'ai un apport pour moi-même, j'ai 10 millions dans ma poche de francs CFA, et j'aimerais bien que vous me complétiez pour que je puisse vraiment commencer à travailler sans avoir des problèmes ou des soucis de fonds pour pouvoir suivre le processus de la production jusqu'à la commercialisation, jusqu'au client, deux fois à la livraison chez le client. Donc voilà ce qu'il faut faire, voici mon business plan. Et normalement, cette banque, elle est censée lire mon projet, voici c'est quelque chose de viable, ce que ça va lui apporter en termes d'intérêt, bien sûr, parce que la banque, elle va pas prêter l'argent gratuitement, et me donner ce crédit-là, soit en 2 fois, soit en 3 fois, ou en 4 fois. Ça dépend de comment vous négociez la chose. Et bien donc, si moi j'étais présidente de la Côte d'Ivoire, j'adore, pour renforcer la part nationale dans l'économie de la Côte d'Ivoire, j'aurais réduit la dépense des investisseurs. Donc, bien sûr, je ne vais pas faire des appels d'offres aux étrangers, aux investisseurs étrangers. Je vais réduire cette offre et augmenter l'offre ou l'accessibilité au crédit de la part des nationaux. Je vous ai dit que mon live serait très ennuyant. Hein. C'est pas un live... c'est pas un live de Papatoya de Kassongo aujourd'hui. Hein. C'est un live un peu... voilà, je suis désolée, on parle chiffres aujourd'hui. Et donc, je vais réduire la part des investisseurs étrangers et augmenter celle des nationaux, des crédits pour les nationaux. C'est-à-dire si Mamadou ou si Yao il a besoin d'ouvrir, par exemple, une boutique, on va dire par exemple un bar à vin de Bandji, par exemple, dans des bouteilles bien ficelées, bien propres, pratiquement fait avec un statut fait à l'usine, mais c'est un bar et c'est un bandit personnalisé, c'est un bandit qui est du bar de Monsieur Yao propre, et ben il a besoin d'investissement, non seulement pour avoir son bar, mais aussi pour l'emballage, c'est-à-dire mettre en bouteille, la mise en bouteille du bandit. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bandit, c'est le vin de palme africain, le vin de palme, vous savez, le vin de palme blanc là, que les gens boivent au Cameroun, un peu partout en Afrique, partout où il y a les zones forestières, les gens connaissent ça. Et donc, monsieur Yao va vouloir mettre son bandit, par exemple, dans une bouteille bien ficelée, bien fermée, comme le cidre, par exemple, en France, parce que ici, le cidre, en Europe, c'est à peu près c'est la même spécificité que le bandit. C'est une boisson un peu sucrée, avec des bulles, avec du gaz, mais c'est fait avec des fruits ou d'arbres, des pommes naturelles. Donc pareil pour le bandit, c'est fait avec le jus de palme naturel. Et donc pourquoi pas penser autrement, mettre le bandit en bouteille, faire comme le cidre, avec des bouchons en liège pour que le côté pétillant, le côté gaz reste vraiment dans la bouteille et privilégier des bouteilles en verre et pas des bouteilles en plastique par exemple pour des raisons écologiques et tout ça. Donc monsieur Yao, il aura besoin par exemple voire de 50 à 100 millions de francs CFA. Et ben je dis ça, je grossis un peu les chiffres, et ben pour une production jusqu'à la vente, jusqu'au bar, peut-être même ouvrir un bar ou 2 bars dans chaque secteur, dans les 4 coins d'Abidjan, eh bien, il faut de l'argent derrière, il faut de l'investissement. Et cet investissement-là, M. Yao ne peut pas les créer, il ne peut pas les fabriquer. Avec son projet, il va ficeler ça, il va faire un business plan, mais le problème, c'est qu'il faut de l'argent. Et qui peut donner l'argent? Eh bien, ce sont les banques. Et en général, les banques, elles sont là pour donner de l'argent aux gens dont les business plans seront productifs ou bien vont rapporter de l'argent. Donc, Monsieur Yao, il tourne dans tout Abidjan, il va voir toutes les banques de la Côte d'Ivoire, et bien il n'y a pas de crédit pour lui parce que les banques même
qui sont actuellement où je vous parle en Côte d'Ivoire ne dépendent pas du financement ivoirien. Ces banques-là dépendent d'un financement étranger. Donc forcément, je vais faire plus simple, forcément, ils vont privilégier qui? Ceux qui ont déjà de l'argent et ceux dont on va se dire, s'il perd ou si son affaire, son business ne marche pas, je ne vais pas perdre grand-chose parce que je sais qu'il a telle société ou il a tel bien que je peux récupérer. Ça, c'est la banque qui réfléchit comme ça, que je peux récupérer et puis je vais prendre mon argent. Voilà pourquoi on a tant de mal en Afrique à avoir des crédits en Afrique pour pouvoir pour pouvoir ouvrir nos business. Voilà pourquoi. Parce qu'on va privilégier des étrangers qui, soi-disant, sont déjà riches et qu'il y a la possibilité, si jamais le business se casse la figure, ne fonctionne pas, il y a la possibilité de récupérer cette mise que la banque l'apport que la banque a faite par un bien, par, comment dire ça, une maison ou n'importe quel bien, ou le compte bancaire de la personne, du client. Donc voilà. Donc il faut promouvoir l'entrepreneuriat local. Donc il faut faire des financements accessibles, créer ou élargir les fonds d'investissement locaux pour soutenir les petites et moyennes entreprises. C'est ce que je viens de vous expliquer à l'instant avec l'exemple de M. Yao ou mon exemple à moi. Donc en B, les incitations fiscales. Eh bien oui, parce que plus on va soutenir nos producteurs ou nos commerçants locaux, mais aussi de notre côté, il ne faudrait pas mettre, comme on dit, il ne faut pas mettre des taxes trop lourdes pour un débutant, pour quelqu'un qui commence à démarrer son entreprise. Il ne faut pas mettre des taxes trop lourdes, il faut aider le client, comment dire, le porteur de projet, il faut l'aider par exemple, on peut dire, ben, pour une première année, vous êtes exonéré des taxes. Comme ça le permet de travailler sans se préoccuper de la partie impôt qu'il faut payer, et puis après, il ne se retrouve pas dans ses calculs. Donc, le client, on lui propose, par exemple, de ne pas payer les impôts pendant 1 an, et que l'année qui suivra, là, il pourra payer ses impôts, et bien ça fait un truc en moins, un poids en moins, il peut se concentrer sur son business, il ne va pas penser son temps à travailler pour payer ses impôts. Et ça, il y a beaucoup de pays occidentaux qui font ça ici en Europe, qui facilitent comment on dit, les entrepreneurs, les artisans, la première année, par exemple, à ne pas payer des impôts. Par exemple, ceux qui sont auto-entrepreneurs, il faut qu'ils atteignent un certain chiffre d'affaires, par exemple 36 000 euros ou 40 000 euros. C'est 36 000 euros, je crois que ça a dû augmenter un tout petit peu, peut-être on est arrivé à 38 ou 39 000. Il ne faut pas dépasser le seuil des 36 000 et quelques euros. Quand tu dépasses ce seuil-là, tu es imposable, tu peux payer tes impôts. Ça ne veut pas dire que les auto-entrepreneurs ils ne font pas leurs cotisations, ils font des cotisations. Les petits auto-entrepreneurs comme moi, qui ne font pas de chiffre d'affaires rentable tous les mois, c'est par trimestre. Vous choisissez, vous pouvez payer tous les mois ou vous pouvez payer par trimestre. Par trimestre, vous déclarez les revenus que vous avez faits par rapport à votre activité et en fonction de ces revenus que vous déclarez, on fait un calcul et ce calcul-là s'appelle une cotisation que vous devez verser. Ça vous permet aussi de vous protéger pour ce qu'il y aura dans le futur, comme ce que vous avez cotisé, ce que vous avez apporté en tant qu'entrepreneur plus tard, dans les calculs de chômage et de retraite et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas en Afrique. Donc, si moi, j'étais présidente de la Côte d'Ivoire, j'allais promouvoir l'entrepreneuriat local et défiscaliser ou réduire les impôts des entrepreneurs, des tout nouveaux entrepreneurs locaux, et encourager la création de nouvelles entreprises. Donc, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous constatons qu'en Afrique, on a beaucoup d'emplois informels. La vendeuse de beaux photos, la vendeuse d'aloco, le cireur de chaussures, le cordonnier du coin. Tout ça, ce sont des métiers informels parce qu'ils ne sont pas enregistrés dans le registre du commerce. Eh bien, moi, plutôt que de les laisser comme ça
dans la rue et puis c'est démerder tout seul. Moi, je vais professionnaliser leur métier pour que ça devienne comment dire, que ça soit, que ça soit quelque chose qui va être rentable pour le pays. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont travailler rentrera dans la poche aussi, dans la caisse de l'État. Ça ne restera pas, comment dire, dans leur poche totalement parce que derrière, ils seront couverts. Ils ne vont pas payer des cotisations pour rien. Ils vont avoir une mutuelle santé, ils vont avoir une protection et ils vont même cotiser pour leur retraite, pour avoir une vie décente à la fin de leur comment dire, quand ils arrivent à la retraite. Et donc pour ça, il faut encourager c'est-à-dire les entreprises informelles, parce que tous ceux-là, vous appelez les petits commerçants, moi je les appelle des entreprises qui ne savent pas quelles sont des entreprises qui s'ignorent. Donc les métiers, la vendeuse de Bofloto, la vendeuse de Nyamankoudji et autres, ce sont des entreprises. Mais si on les forme et on décide de les faire entrer dans la vie active locale, dans la vie active professionnelle, donc leur métier devient, on professionnalise le métier informel, et bien ça va vous permettre, non seulement l'État sera gagnant, mais aussi nos jeunes gens ne vont pas voir ces métiers-là comme des métiers, comme on dit, de débrouillardisme, où c'est juste pour perdre du temps. Non, à partir du moment où un métier ou une vente ou quelque chose te rapporte de l'argent, même si c'est 5 francs chaque mois, c'est un métier et ce métier peut être professionnalisé. Professionnalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner de la valeur à ce métier. Structurer. Qui est patron, qui fait quoi et combien vous gagnez, combien vous pouvez payer, combien l'État aussi peut vous verser comme indemnité pour pouvoir vous agrandir. Tout ça, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire professionnaliser un métier. Donc moi, si j'étais présidente de la République de la Côte d'Ivoire, je professionnaliserais les métiers informels parce qu'il n'y a pas de ce métier. Et c'est ce qui manque à l'Afrique et c'est ce que nous devons faire. Donc c'est la suggestion que je fais à nos très chers candidats qui veulent se présenter pour être président, puisque je ne connais pas vos programmes. Eh bien moi, je me permets de faire mon programme et mon programme, il va être basé que sur l'économie. Parce que si nous ne sommes pas autonomes financièrement, si nous n'avons pas une autodétermination, eh bien, on va toujours nous marcher dessus. On ne pourra pas prendre les décisions qu'il faut pour nos pays. On ne pourra pas prendre les décisions qu'il faut pour dire, ah ben, telle situation ou tel contrat ne m'arrange pas. J'aimerais ou je peux, avec la politique de mes moyens, financer moi-même ce projet-là. Si vous ne pouvez pas nous aider, on va aller voir ailleurs, on va voir un autre investisseur. Donc voilà, donc c'est hyper important. Vous allez dire, oui, il n'y a pas que l'argent, tu as une camite, la matière, l'argent c'est la matière. Oui, l'argent c'est la matière, mais l'argent c'est de l'énergie aussi. Parce que s'il n'y a pas l'énergie, s'il n'y a pas le mouvement de l'être humain derrière, il n'y a pas d'argent. Donc s'il n'y a pas d'argent et que le manque d'argent permet à certains de trahir leur population, de vénérer l'homme qui vient d'ailleurs, sous prétexte que c'est lui qui a l'argent, donc on doit fermer sa gueule, de vénérer la femme qui vient d'ailleurs, sous prétexte que c'est elle qui a l'argent, donc on doit fermer sa bouche. Excusez-moi, je vais arrêter d'être grossière parce que TikTok n'aime pas ça. Eh bien, si vous ne vous basez que sur la spiritualité, que vous ne travaillez pas le côté business, que vous ne travaillez pas le côté money, qui est de l'énergie, je précise d'abord, c'est de l'énergie. Et nous, en tant que banque amide, on travaille, on fait tout avec l'énergie. Qu'elle soit positive ou négative, on travaille avec l'énergie. Merci. Et que cette énergie-là, nous devons le rentabiliser, le fructifier pour le transformer en bonne énergie. Donc, en bonne énergie, c'est ce que nos parents de l'AES font en créant des usines pour la société. Parce qu'on sait qu'en créant des usines sur place, eh ben, on va donner du travail à nos frères et qu'ils ne vont pas rester là, errer dans les rues et puis à être frustrés, à être aigris et aller se faire enrôler par des terreaux, par exemple. Donc, c'est hyper important, l'aspect économie. Tout est basé, nos problèmes en Afrique aujourd'hui, là, tout est basé sur l'économie. Vous avez entendu? Tout
est basé, nos problèmes, sur l'économie. Pourquoi les gens nous ont apporté la Bible, la Torah et, comme on appelle, le Coran pour pouvoir nous endormir? Bah, c'est pour mieux nous laisser, c'est pour mieux nous maîtriser, pour qu'on reste docile, pour ne pas que nous revendiquons ce qui nous revient de droit. Et comme ça, ils ont le temps de bien piller, de faire des trous dans les terres, dans les sous-sols de nos pays, et puis de ramasser tout ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui se passait avec l'uranium du Niger, avec l'or du Burkina, avec l'or du Mali, et le manganèse et autres. C'est ce qui se passe avec le Congo. Pourquoi le Congo est dans cette difficulté-là? Pourquoi le Congo souffre? Mais tout simplement pour une histoire de pognon. Géopolitique en français facile. Bien, ça c'est pas clair pour vous. Pour une histoire d'argent, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Donc moi, Tanourou, si j'étais président de la République de Côte d'Ivoire, eh bien je vais privilégier l'aspect économique d'abord. Plutôt que, je vais privilégier deux choses. Parce que si tu n'es pas en sécurité, eh bien les gens peuvent venir t'attaquer. Donc je vais privilégier deux choses. L'aspect sécuritaire et l'aspect économique. Une fois que l'aspect sécuritaire est bien mis en place, est bien enrôlé dans le pays, je travaille l'aspect économique. Parce que c'est l'aspect économique qui va me rendre indépendante, souveraine. Et c'est ce que nos parents de l'AES la font. Regardez le président Ibé, ce qu'il est en train de faire. Big up à toi, président. Ah là là, le mari de notre Zéla Panthère. Il est en train de faire palabre avec Ayendo fort. Moi ici, là, il regarde, touchez pas à mon Assimi Goïta, c'est tout. Donc, si j'étais présidente de la Côte d'Ivoire, je privilégierais l'économie de nos pays, de nos régions. Donc, les incitations fiscales, ça j'en ai parlé. Une formation et accompagnement pour proposer des programmes d'éducation entrepreneuriale pour renforcer les capacités des entrepreneurs ivoiriens. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que les petits vendeurs de beaux photos, de mouchoirs, de vendeurs d'eau et tout ça, que nous appelons du cordonnier aux vendeurs de sacs au marché, que nous appelons des métiers informels, et bien tout cela, ce sont des business et ce sont des métiers qu'on doit professionnaliser. Tout comme aujourd'hui, certains professionnalisent l'agriculture, les producteurs de café cacao sont des métiers professionnalisants maintenant. Et bien nous, on doit faire ça pour tous nos métiers. Tous les métiers que nous appelons, à tendance à appeler métiers informels, nous devons les professionnaliser. C'est-à-dire qu'il y ait des écoles de formation, un minimum. On n'a pas besoin que les gens sachent lire et écrire, mais au moins qu'ils aient la base des calculs et la base de l'écriture pour qu'ils sachent lire leurs factures, pour qu'ils sachent lire et même s'ils ne savent pas lire et écrire, mais qu'on puisse traduire ça dans leur langue aussi. C'est hyper important. Donc, former nos jeunes gens dans leur métier qui existe déjà, le métier qu'ils font déjà, en donnant un aspect professionnel. Donc, renforcer les capacités des entrepreneurs ivoiriens. Donc, pour encourager l'industrie locale, ben oui, après la professionnalisation de nos gens, de nos filles, de nos fils, de nos jeunes gens, des métiers informels qui deviennent des métiers professionnels, eh ben, il faut encourager l'industrie locale. Je vais vous parler de l'exemple du Bandji, de la production, de la chaîne de production jusqu'à la vente dans un bar. Ça s'appelle une industrialisation. Ça s'appelle industrialiser un produit. Donc, c'est-à-dire que quand on part prendre le Bandji dans la forêt, là, dans le palmier, eh ben, il y a une chaîne de production qui doit être respectée avec l'hygiène qui va avec. La mise en bouteille, c'est ça, la partie industrielle. Donc, ça va se faire à la chaîne, ou je ne sais pas, en tout cas, ça va se faire à la chaîne. Et dans cette mise en bouteille, il y a un suivi, il y a un étiquetage, il y a un délai de consommation, une date de péremption qui doit être mise pour que la sécurité, la santé du consommateur soit garantie. Donc, tout ça, ça s'appelle industrialiser un boulot, un métier. Excusez-moi le terme. Industrialiser un métier. Donc, la transformation locale des matières premières, par exemple, je viens de vous expliquer, donner l'exemple du Bandji, investir dans les industries pour transformer les ressources naturelles, cacao, café, huile de palme, vin de palme, peu importe, tout ça, nous pouvons transformer. Plutôt que de donner nos produits, notre cacao, notre café, brut ou semi-brut à l'étranger, ben nous ouvrons directement
Là, je fais plus simple. Je vous explique ce que je viens de lire. Enfin, j'ai écrit, mais ce que je viens de lire. Nous, nous, nous transformons sur place le produit complètement fini. C'est-à-dire du champ de cacao, on va sécher les fèves de cacao. Pour ceux qui connaissent le processus, moi j'ai baigné là-dedans parce que mon père il a travaillé dans le café cacao, donc je sais ce que c'est. On va sécher le cacao, les fèves de cacao, on va les sécher, on va les mettre en sac, on va les conduire jusque, donc ça c'est la partie logistique, jusque au port ou dans une société basée au port, aux alentours, à Abidjan, soit à Treichville, Port-Bouët, et la mise, plutôt que d'envoyer les sacs de fèves de cacao, soit deux fois c'est broyé ou conditionné autrement dans des sacs en papier pour que ça garde toutes les machins, ou soit c'est gardé dans des sacs comme les sacs de riz là, en filet là, pour que ça respire, pour ne pas que l'humidité et tout ça. Donc ça dépend des jours que le voyage que ça va faire, ça dépend du conditionnement. Plutôt que de les mettre, les fèves de cacao, semi-broyées ou complètement naturelles, de les transformer, de les transporter jusqu'à Paris, par exemple, au, au port du Havre, eh bien, le cacao reste sur place. On a notre petite usine quelque part à Vridi ou à Treichville, où on broye les fèves de cacao, on en fait de la pâte, on en fait de la poudre, ça devient du chocolat, on fait les mélanges, les recettes qu'il faut, ça devient du chocolat, ça devient de la poudre de cacao, et maintenant, on fait nous-mêmes, on broie nous-mêmes nos fèves à moitié semi-fait ou pas fait du tout, en fonction de ce que le client demande, c'est-à-dire de ce que l'étranger demande. Mais nous, entre-temps, nous sur place, on transforme notre cacao en chocolat, en poudre de chocolat ou en chocolat. Vous comprenez? Pour pouvoir, ne serait-ce que déjà même s'occuper de la consommation locale de notre pays. Parce que comment vous ne trouvez pas ça aberrant que nous produisons du café, du cacao et on ne mange même pas du chocolat chez nous? Ou le chocolat coûte tellement cher qu'on n'ose même pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est pas une forme d'esclavage, ça? C'est pas une forme d'esclavage, ça? Ben oui, c'est une forme d'esclavage. Donc, à prendre au sérieux l'industrialisation de nos produits, agricoles doivent être transformés sur place, comme nous l'a montré le Burkina Faso avec ses tomates. Le Burkina Faso produit ses propres tomates et fait la mise en boîte de ses propres tomates, transforme ses tomates en confit de tomates, en tomates en pâte ou en tomates séchées, je ne sais plus trop, mais ils transforment leurs propres tomates, leur propre production en produits finis. C'est ça que je rêve pour moi. Je rêve de ça pour la Côte d'Ivoire. Si j'étais présidente de la République de Côte d'Ivoire, bien sûr, eh bien, j'aurais aussi apporté, comment dire, sur place, plutôt que de les exporter, j'aurais favorisé les entreprises de production sur place. Ça nous évite les transports. Et si les étrangers veulent acheter, ils achètent le produit semi-fini ou complètement fini à notre prix. Voilà, c'est ça. C'est ça, encourager une industrialisation locale, encourager le professionnalisme de nos métiers de façon locale, c'est ça. Donc, les substituts aux importations, soutenir la production locale de biens pour réduire la dépendance aux produits étrangers. Eh oui, si j'étais président de la Côte d'Ivoire, j'allais soutenir la production locale de nos biens, de nos productions, de nos cacao, de notre café, de notre huile de palme, et j'en passe, de notre banane, et réduire la dépendance aux produits étrangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'acheter le cacao que moi j'ai vendu au Toubabou, on leur donne, ils viennent acheter le cacao, ils partent avec ça en France, en Europe, en Suisse ou je ne sais où, en Belgique, ils le transforment, ils le font en chocolat, en tablette de chocolat, et ils nous le revendent. Bah non, c'est qui est perdant?
eh bien, c'est nous qui sommes perdants. Donc, j'allais réduire, puisque aujourd'hui, force est de constater que l'Afrique est un gros marché de consommation pour les produits semi-finis ou finis occidentaux. Donc, l'argent rentre dans les poches des Occidentaux et pas dans les caisses de nos États. En majorité, en grande partie. Non seulement ils abusent de nous sur le franc CFA, et en plus pour nous nourrir, on est obligé de leur donner de l'argent encore, et le même franc CFA qu'ils nous prennent dessus encore. C'est pas logique. Vous étonnez que l'Afrique soit pauvre? Que l'Afrique, je vais rectifier, que l'Afrique soit appauvrie? Vous étonnez que les gens n'ont jamais mangé du chocolat dans leur vie? Ben, c'est à cause de ça. Donc, il faut inverser la situation. Réduire les importations et favoriser une production locale. Alors, pour améliorer l'accès au crédit pour les nationaux, eh bien, les institutions financières doivent proposer des taux d'intérêt favorables pour permettre aux entrepreneurs locaux de rivaliser avec les investisseurs étrangers. Eh bien oui, c'est ce que je vous avais dit auparavant. Donc, si vous voulez qu'on soit performant et que l'économie de notre pays soit, puissant, eh bien, il faut favoriser les entreprises locales. Il faut favoriser l'accès au crédit. Il faut faciliter l'accès au crédit de nos artisans, de nos producteurs. Voilà. Et diminuer les marchés des pays occidentaux, des pays étrangers, tout simplement, dans notre pays. Voilà, il faut développer des microcrédits. Ça, c'est ce que j'ai constaté en Afrique. Il y a beaucoup de microcrédits. Et ça, c'est une très bonne chose à développer. Même en Occident, il y a beaucoup de microcrédits aussi. Et sincèrement, c'est très... pour pouvoir y avoir accès, c'est très allégé, c'est hyper facile. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. Et ce sont des petites sommes. Ça peut aller entre 2 000 euros. Je parle de ce que je connais. Ça peut aller entre 2 000 euros à 12 000 euros. Ça, ce sont des microcrédits. Et ça, en Afrique, j'ai constaté, enfin, de ce que j'ai pu constater quand je suis allée, quand j'ai fait 7 mois là-bas, il y avait beaucoup de microcrédits qui encourageaient les mamans, les jeunes filles qui sont sur les marchés et tout, pour un fonds de commerce. Après, je ne sais pas, en termes de proportion, jusqu'à combien ça varie, mais moi, quand j'avais posé les questions, le maximum qu'ils pouvaient donner, ça dépendait des banques, des microcrédits, ça pouvait aller jusqu'à 15 millions, et des fois 20 millions ou 25 millions, ça dépendait. Mais l'apport de base, je ne connaissais pas trop, ça dépendait. On pouvait faire 300 000 ou 500 000 francs, mais voilà, je ne sais pas. Bon, il y a des business qui se font avec 300 000, mais bon, voilà. Donc, c'était ce que j'avais appris parce que je suis allée me renseigner aussi parce que j'étais intéressée. Donc, voilà. Pour Itajiri, bien sûr. Donc, voilà, il faut développer les microcrédits pour les petits commerçants et les initiatives communautaires. Donc, tout ce qui est tontine, on peut les transformer aussi en structure de microcrédit. Et c'est hyper important de travailler là-dessus. Je crois au Bénin ou au Cameroun, il y a des gens, des papas, des mamans qui font des tontines qui sont deux fois même plus importants que les banques ou les banques microcrédits qui ne prêtent pas de l'argent comme ça. Et bien, ces communautés-là, ces associations communautaires qui font des tontines et qui aident leur communauté, souvent c'est la même famille ou c'est la même, je vais pas dire tribu, mais la même région locale, et bien c'est une façon aussi de booster l'économie de leur région, de leur village ou de leur commune. Voilà. Donc ça, c'est à encourager et à professionnaliser. Je vous dis, hein, n'ayez pas peur du mot professionnaliser. Professionnaliser, ça veut dire structurer quelque chose, tout simplement. Donc, créer des partenariats publics-privés, ça aussi c'est important. Plutôt que d'être à couteau tiré avec les investisseurs, on peut leur demander aussi, on veut bien par exemple qu'ils investissent dans notre pays, d'accord, mais par la suite, ils peuvent aussi soutenir des jeunes créateurs, soutenir des entrepreneurs locaux en investissant dans leur business.
aussi, par exemple, à hauteur de, en ficelant bien le contrat et que personne ne soit lésé dans l'affaire, surtout les plus pauvres, les plus petits. Donc voilà, donc encourager les Ivoiriens à investir dans les projets en collaboration avec le gouvernement. Voilà, c'est ce que je vous disais. Comme des infrastructures, donc ça peut être l'agriculture ou l'énergie. Oui, on constate que de plus en plus, il y a beaucoup de techniciens, de jeunes gens qui ont fait des études hyper pointues et surtout ceux qui sont allés se former en Chine et tout ça, en matière d'écologie, en matière d'énergie, les panneaux solaires et tout ça, il y a plein qui sont allés se former en Chine pour ça. Et bien, ce serait bien de mettre leur, comment dire, leur formation, tout ce qu'ils ont appris au service de nos pays, de nos États, et surtout que l'énergie coûte très très cher en Afrique. Il y a deux choses qui coûtent cher en Afrique. Quand moi je suis allée, j'ai constaté, c'était l'énergie et Internet. Voilà. Donc ça, ce sont des choses à développer et à moyenne échelle et à grande échelle. Tout dépendra de comment ça sera organisé. Mais il faudrait que les petites entreprises travaillent en collaboration avec le gouvernement. Et pour ça, il faut un gouvernement patriote, il faut un gouvernement souverain, un gouvernement qui encourage les porteurs d'affaires, qui encourage les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à s'investir et à rester, à créer quelque chose dans le pays, pour créer de l'emploi, pour avoir une belle image du pays, pour pouvoir aussi, pourquoi pas, produire localement, euh, distribuer localement, et pourquoi pas distribuer à d'autres pays africains. Moi, je suis pour beaucoup l'échange entre pays africains. Ça, c'est quelque chose, je vais revenir dessus sur une autre vidéo, mais je préfère qu'on développe ce côté-là. L'échange de business, l'échange entre des pays africains. Il y a des pays qui vont être producteurs de plus de ça que de moins de ça. Eh bien, on doit pouvoir échanger entre nous. Et pour ça, il faut que nous soyons souverains, nous soyons indépendants. Donc, big up à l'AES, encore une fois. Alors, donc prioriser les entreprises locales dans l'attribution des marchés publics. C'est ce que je disais. On va pas, s'il y a par exemple un étranger ou un Libanais, par exemple, qui a déjà plusieurs sociétés et qui voit un business et qu'il y a un jeune qui a la même idée de business, eh bien c'est au gouvernement d'être patriote, peu importe si le Libanais a la nationalité ivoirienne, c'est au gouvernement d'être patriote, d'encourager le jeune ivoirien à ouvrir sa société, à créer de l'emploi, parce que jamais l'ivoirien va prendre sa société ou vider l'argent, la caisse de son entreprise pour aller déposer dans son pays. Son pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il faut privilégier les entrepreneurs locaux. S'il y a deux entrepreneurs qui sont locaux, c'est-à-dire ivoiriens, qu'il y a un qui ne me ressemble pas, même s'il a la nationalité ivoirienne, à privilégier celui qui me ressemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la mise en place de politiques de protection économique. Donc, il faut qu'il y ait un quota d'investissements nationaux. On doit nous-mêmes nous forcer à avoir un quota maximum d'investisseurs nationaux. On doit le faire. Et diminuer le quota des investisseurs internationaux. Ça, c'est ma politique si je suis présidente de la Côte d'Ivoire. Alors, donc pour favoriser le Made in Côte d'Ivoire, ça peut être Made in Ghana, ça peut être Made in n'importe quel pays de Ghana. Mais comme je vous dis, je suis sur les chiffres de la Côte d'Ivoire, les chiffres de 2023. D'accord? Donc, pour favoriser le Made in Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation doit être faite pour inciter les consommateurs à privilégier les produits locaux. Donc, nous, en Côte d'Ivoire, on a l'avantage d'être un peu chauvin, façon de parler. Oui, les Ivoiriens aiment leur pays et ça, c'est très bien. Et j'incite tous les pays d'Afrique à faire de même, à aimer leur pays, à vénérer même leur pays s'il le faut. Quand je dis ça, je parle de leur terre.
Donc, de la même manière, vous aimez votre pays quand il s'agit de football, et bien c'est de cette même manière, moi, si j'étais présidente de la Côte d'Ivoire, j'allais ouvrir plus de restaurants de placali de foutou que des restaurants de pizza. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Donc, il faut privilégier, il faut faire des campagnes de sensibilisation pour inciter la population à consommer ivoirien, à consommer béninois, à consommer togolais. En fait, l'Africain doit être fier de ses mets, de ses plats, de son savoir-faire, de ses jus. Il peut en créer d'autres avec les plantes locales, avec des fruits locaux, avec des feuilles locales, qu'il en fasse. Privilégier les boissons faites à base de nos fruits, de nos feuilles, de nos infusions, de nos tisanes, que de privilégier du Pepsi ou Coca-Cola, par exemple. Je n'ai rien dit, hein. Pardon, je m'amusais au TikTok. Donc, voilà. Donc, c'est ça, favoriser le Made in Côte d'Ivoire. Favoriser, faire une campagne de sensibilisation pour inciter les populations à privilégier nos produits locaux. Vous voyez là, par exemple, Tanourou, elle est habillée en tissu de Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est du Made 100% in Côte d'Ivoire. Fait, fabriqué, produit par nos tailleurs de Côte d'Ivoire. Le tissu est fait en Côte d'Ivoire, produit en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On valorise ce qui vient de chez nous. Il n'y a aucun bijou que moi je porte qui n'est pas fait en Akama. Ça, c'est fait au Bénin par les artisans du Bénin. C'est du bronze, 100% naturel. Ça ne bouge pas, ça ne noircit pas. Ça, c'est de l'or. Ça ne bouge pas. Mes bagues, tout ce que j'ai, bagues, bracelets, tout ce que j'ai, c'est fait au Mali par les artisans du Mali. Ôtez pas toi, Ali. J'espère que tu vas bien si tu m'écoutes, si tu me regardes. Donc, voilà. Le Made in Côte d'Ivoire, le Made in Africa doit être, comment je peux dire ça, notre cheval de bataille. Ça doit être notre mantra. On doit se forcer parce que ça fait partie de la lutte. Si vous ne privilégiez pas vos propres produits, les produits que nos artisans produisent, mais vous pensez qu'on va évoluer comment? Moi, je ne suis pas là pour faire la promotion de Lacoste ou de Tommy Hilfiger. Non, ça ne m'intéresse pas. On a connu tout ça et puis ça ne nous a rien donné. On a dépensé dedans. Et puis nos pays sont toujours pauvres. Donc, on va vous inciter, on va faire des campagnes. En tout cas, moi, Tanourou, quand je me suis mise à faire de Utajiri, c'est-à-dire à créer une auto-entreprise pour valoriser les produits de chez nous, les vêtements de chez nous, les tissus de chez nous, les bijoux de chez nous, fabriqués par nos artisans, dessinés par moi et fabriqués par nos artisans. Eh bien, c'était dans cette politique-là de la lutte. C'était la lutte pour l'autodétermination. Je vous ai déjà dit au préalable, si vous n'êtes pas économiquement posé, on va toujours vous piétiner. On va toujours vous marcher dessus. La main qui demande est toujours en dessous. Vous connaissez l'adage? La main qui demande est toujours en bas. Donc, il va falloir que nous nous reprenions. Et pour pouvoir être fort économiquement, pour pouvoir être fort et puissant économiquement, il faudrait que ça commence par nous d'abord. C'est-à-dire que nous devons consommer ce que nous produisons. Et cela, c'est dans tous les domaines. Il n'y a pas que dans la nourriture. Hein. Ah oui, je sais, on a la meilleure nourriture au monde. Chauvinisme oblige. Je suis désolée. Les plats africains sont les meilleurs plats au monde. En plus, ils sont sains et ils ne rendent pas gros. Ils ne rendent pas obèses. Donc, il n'y a pas que dans la nourriture que nous devons consommer africain, que nous devons consommer ivoirien. C'est dans tous les domaines. Ça doit être une façon de parler, une religion pour vous. Vous devez vous l'imposer. Vous devez vous l'imposer. Pourquoi je dis ça? Parce que les amis, nous sommes en guerre. Nous sommes en warrior, en guerre. Et cela sur tous les domaines, dans tous les domaines. Donc, la consommation de nos produits, d'abord là, c'est nous d'abord. Si nous allons consommer les Tommy Hilfiger des autres, on leur donne de l'argent. Tu ne peux pas faire cette lutte-là et puis aller consommer chez ton ennemi
Le gars qui te brime, le gars qui a failli te mettre en prison, le gars qui a failli hein, qui t'a enchaîné. Il y a eu des os humains. Quand moi je vois des nanas qui exhibent, surtout les chanteuses là, les influenceuses là, excusez-moi, hein, mais quand je vous regarde, des fois vous me faites pitié quoi. C'est pas une insulte, hein. Parce que je me dis, si seulement elle savait qu'elle allait mettre des centaines, des milliers d'euros chez quelqu'un qui a maltraité ses ancêtres, qui a fait des os humains, Louis Vuitton, pour que les gens payent pour venir regarder des petits noirs dans une cage. Et c'est ça qui a fait fortune. C'est comme ça qu'elle a eu son argent pour commencer. Excusez-moi. Moi, je sais ça, et puis j'ai donné mon argent encore, mais plus jamais. Ou bien je te baie. Ou bien je suis teubé. Mais jamais je vais donner mon argent. Jamais, plus jamais je vais donner mon argent. À partir du moment où je sais ce qui s'est passé, je sais qu'on a traumatisé mes parents. On les a humiliés. On les a traités comme des biens meubles. On les a vendus. Et c'est grâce à cet argent-là que certains sont devenus riches et qu'aujourd'hui ils ont pu créer des marques. Les Timberland, des choses comme ça, honteux. Ils ont pu créer des marques. Et moi, je découvre ça. Et puis, je vais aller donner encore mon argent que je souffre comme ça pour avoir. Je vais aller donner ça à une marque. Pardonnez, venez acheter Utajiri, c'est mieux. Venez me donner de l'argent. Venez encourager votre soeur, c'est mieux. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, je rigole, mais c'est la vérité. C'est une guerre. Et la guerre que les gens, nos parents là, les occidentaux là, ne supportent pas, c'est qu'on attaque leur porte-monnaie. Donc, ma vidéo là, si vous ne la partagez pas là, mon live là, si vous ne partagez pas là, eux là, ils vont tout faire pour censurer ça. Parce qu'ils n'aiment pas les messages comme ça. Ah, ils n'aiment pas les messages comme ça. Si je suis shadowbée partout là, c'est parce que je parle souvent de guerre économique. Ils n'aiment pas ça. Mon live là, ça détruit tout ce que eux, ils sont en train de se battre pour pouvoir faire la guerre et installer. Je vous ai dit, hein, il n'y a pas une seule chose qui les motive, hein, c'est le pognon. L'Afrique là, ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas la chaleur de l'Afrique parce que ça peut leur donner des cancers. Mais le sous-sol là, de l'Afrique là, ça ils aiment. Donc c'est lié à quoi? À l'argent, le pognon. C'est ce que nous on peut leur apporter là. C'est ça qui compte pour eux. Le reste ils s'en foutent. Donc si nous-mêmes, on commence à encourager leur business, à payer des Lacoste, et vous m'envoyez ça. Quand vous m'envoyez, non, c'est terminé ça. Vous m'envoyez ceci, vous m'envoyez cela de l'Europe, mais pourquoi? Il y a tout chez vous. Apprenez à aimer ce qu'il y a chez vous. Moi, je quitte là-bas, je quitte l'Europe pour aller jusqu'à chez vous pour faire des vêtements. Il y a un message puissant derrière. L'autodétermination, la volonté de puissance dont parlait Omotunde, c'est ça. Vous pouvez prendre les modèles qui existent occidentaux parce que peut-être c'est plus confortable maintenant, plutôt que d'avoir un gros boubou l'hiver, ben, avoir une chemise, mais dans le tissu wax, je dis wax, non, excusez-moi, pas le wax, dans le tissu kente, dans le tissu bogolan, dans les tissus mauritaniens, dans les tissus sénéfaux, très bien. Vous adaptez une coupe moderne dans un tissu local et ça passe. Et moi, c'est ce que je fais. Je me bats pour ça en tout cas. Moi, j'ai une petite veste là. Je porte ça pour aller au travail. Je mets mon jean, j'ai mon t-shirt. Je suis tranquille. Les gens, ils ne sont pas choqués. Parce que si je me mettais en boubou, ça allait peut-être les choquer. En plein hiver, là, t'es en boubou, machin large, ça allait peut-être les choquer. Mais là, je suis en veste avec un tissu de chez moi. Consommez ce que nous produisons. Apprenons à aimer ce que nous faisons déjà. Il faut que l'argent là reste chez nous. Sur 7 personnes, au moins, que ça tourne plusieurs fois, 7 fois avant d'aller chez l'étranger. Mais vous les Africains, dès que vous avez l'argent, ça va chez les autres. Hein. Ça reste pas, hein, ça reste pas dans la communauté. Ça reste pas dans la communauté. Alors que nos parents là, les fils de David là, ils consomment chez eux. Coiffeur, c'est chez eux. Restaurant, c'est chez eux. Comment on appelle ça? Même téléphonie, ils vont aller chez quelqu'un qui a leur nom. Tout, ils font chez eux. Jusqu'à 7. Avant qu'eux, ils dépensent l'argent chez les étrangers là. L'argent a tourné chez eux là 7 fois d'abord. C'est un principe. Ils se sont appliqués ça. C'est pas parce qu'ils sont nés avec. Hein. Ils se sont imposés ça. C'est ce que je vous demande. Imposez-vous cela. Consommez ce qui vient de chez vous. Valorisez les produits de chez nous.
Donc moi, quelqu'un qui porte du Tommy Hilfiger, du machin, pardon, Tommy Hilfiger, mais d'autres marques, hein, de Lacoste, de je ne sais quoi d'autres, du coq machin français, de Adidas, ne m'impressionne pas. Sincèrement, j'en ai rien à péter. Ne m'impressionne pas. Le dernier sac Michael Kors, le dernier Louis Vuitton, je les regarde, d'accord, ok, bon, on n'est pas sur la même longueur de conscientisation, donc chacun évolue avec son degré de conscientisation, n'est-ce pas? Voilà, donc moi ça ne m'impressionne pas. Les bijoux, je ne vais pas porter du bijou à Constant alors que j'ai des très beaux bijoux que mes ancêtres, mes compatriotes fabriquent, voilà. Alors, et qui ont la qualité, et c'est de l'or, et qui font des choses de qualité, comme si c'était fait dans une machine, alors que c'est fait à la main. C'est pas magnifique, ça? Voilà, c'est ce qu'on vous demande de valoriser. Investir dans l'éducation et la formation technique. C'est de ça que je viens de parler. À préparer une main-d'œuvre hautement qualifiée pour attirer des investisseurs locaux et éviter la dépendance de l'expertise étrangère. Donc, il faut former nos jeunes à la technique, à la qualité, pour que on évite de faire venir des étrangers pour venir nous former et les payer 2 fois plus cher parce que, soi-disant, il y a, comment ils appellent ça là, le dépaysement, un truc comme cela. L'argent, on a besoin de garder ça dans notre poche. On n'a qu'à former nos propres jeunes. Comme cela, il n'y a pas de problème des primes de dépaysement, hein. Il n'y a pas de problème de primes de dépaysement. L'argent, la reste ici, chez nous. D'accord? Alors, TikTok, tu me fais quoi là? Donc, voilà. Donc, je crois que ma vidéo, elle va être très très longue. Je vais essayer de lire rapidement ce que j'ai noté. Donc, développer des écoles spécialisées dans les secteurs stratégiques comme l'agro-industrie, la technologie, les énergies renouvelables. Je vous ai parlé des panneaux solaires et tout ça. Donc voilà, il faut développer, hein, donc je précise bien, si j'étais présidente de la Côte d'Ivoire, je développerais des écoles spécialisées dans les secteurs stratégiques comme l'agro-industrie, la technologie, les énergies renouvelables. D'accord? Et pour renforcer ce principe-là, j'allais renforcer aussi, mobiliser les Ivoiriens de la diaspora, donc les Ivoiriens vivant à l'étranger, pour investir dans l'économie nationale à travers, voilà, je vais terminer là, à travers des incitations spécifiques. Donc moi, j'ai choisi de me rétablir, excusez-moi, il a fait bien chaud aujourd'hui, là, tant mieux, parce qu'on va commencer à noircir un peu, ça va faire du bien, rendre notre mélanine un peu plus puissante. Donc, qu'est-ce que je disais? Excusez-moi. Donc, pour investir, donc mobiliser les Ivoiriens vivant à l'étranger pour investir dans l'économie nationale à travers des incitations spécifiques. À travers des incitations spécifiques. Donc, moi, je vous disais que j'avais choisi de retourner à Kama, de faire des choses, de produire des choses pour le métier que j'aime faire, que je sais faire, hein, donc le domaine de la mode, de la beauté, à la sauce kamite, hein, avec nos symboles africains et tout, mais dans des coupes modernes, on va dire plutôt occidentalisées. D'accord? Et pour que ça soit pratique pour tout le monde. Voilà. Et puis parce que, bon, maintenant, on s'habille plus, voilà, comme à l'époque. Et donc, à privilégier. Et donc, nous autres, on n'a pas eu besoin de demander, les gens n'ont pas eu besoin de nous encourager à rentrer à Kama. Parce que c'est un projet qu'on mûrit depuis longtemps. On voudrait rentrer à Kama pour travailler pour Kama, pour donner un peu de ce que l'Occident aussi nous a appris à Kama, pour, comment dire, améliorer certaines choses à Kama. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'incitation spécifique de la diaspora. Demander à la diaspora de venir investir. S'ils ne veulent pas rentrer totalement, s'ils ne veulent pas quitter l'Occident totalement, c'est leur choix. On ne va pas les forcer. Mais au moins qu'ils puissent investir sur la terre natale pour favoriser, créer de l'emploi, ou même pour eux, pour leurs vieux jours, parce qu'ils peuvent changer d'avis, tout simplement. Et donc voilà, donc ce sont ce genre d'incitations qu'on demande. Et donc ces gens-là, ils viennent avec un apport. Donc nos banques doivent les aider aussi, les soutenir pour pouvoir réaliser ces projets-là.
Et comment je peux dire ça? Il ne faudrait pas que les gens de la diaspora soient dégoûtés par nos comportements sur place en Afrique, les histoires de malhonnêteté, de vol et autres, de détournement de fonds. Vous avez le cas très majeur répandu du frère Jacques, qui a voulu faire, qui avait une belle initiative, un beau projet social, et que, ben voilà, tombé sur des malhonnêtes, et vous avez vu dans quelle situation, et bien cela l'a entraîné, il a même perdu un ami ou un confrère dans cette histoire. Donc c'est pas normal. S'il y a des gens à encourager pour qu'ils viennent investir, ce sont bel et bien nos parents de la diaspora. Mais pour ça, il faut que sur place, on ait des gens honnêtes. Voilà, des gens honnêtes qui veulent travailler pour le bien du pays. Donc voilà, donc c'est d'un commun accord avec les gens et les gens de la diaspora et l'État sur place, le gouvernement sur place, on doit travailler en fusion et puis pouvoir trouver des solutions pour chaque problème. En fait, un business, hein, je vais vous dire, je vous explique tout simplement, un business en Afrique, c'est un problème qui n'est pas encore résolu, c'est tout. Donc normalement, là, toutes les petites difficultés qu'il y a en Afrique, là, doivent être transformées en business. Voilà. J'ai résumé la chose comme ça. Voilà. Donc, encourager les coopératives agricoles, soutenir les agriculteurs locaux, ça j'ai déjà parlé de ça, en regroupant leurs ressources et leur permettant de négocier des meilleurs prix sur le marché international. Je vous ai parlé de ça. C'est nous qui devons décider maintenant, puisque c'est nous qui avons la matière et c'est nous qui produisons ou qui gardons, qui conservons nos produits sur place. Donc si on n'a pas les entrepôts, si on n'a pas des usines qui peuvent conserver nos productions, là c'est là que le Toubabou peut faire le malin pour dire, ah si vous ne vendez pas, ça va périr, donc vendez-moi à tel prix. Et c'est comme ça qu'ils font avec nous. Donc on doit construire des usines de production, non seulement, mais des usines de conservation. Voilà. Voilà. Et donc, on doit promouvoir aussi une économie numérique. Ça, c'est le dernier point. Promouvoir une économie numérique. Et ben oui, il faut vivre avec son temps. On est un peu en retard sur ce genre de choses en Afrique, mais ça va venir parce que j'ai vu comment, au niveau du transport logistique, de la livraison, les choses ont beaucoup évolué. Et je pense que d'ici 5 ans, si on a la chance de travailler comme l'AES est en train de se prendre en main, sincèrement, la Côte d'Ivoire, ça va exploser, ça va décoller. Mais pour ça, il faut avoir de bons chefs, de bons présidents, un bon gouvernement souverain et conscient surtout. Favoriser l'émergence des startups technologiques dirigées par les Ivoiriens, par des Ivoiriens, en capitalisant sur la digitalisation des services. En combinant ces efforts, la Côte d'Ivoire pourrait se doter d'une économie plus résiliente où les acteurs locaux jouent un rôle moteur dans un rôle moteur dans la création de richesses. Voilà. Tu souhaites qu'on approfondisse un point en particulier? Eh bien, n'hésitez pas si vous voulez. Moi, je vais approfondir certains points parce que ça a été un peu rapide. Hein, et je pense que j'ai été un peu longue parce que moi, j'aime bien blablater. Et donc, sur la dernière partie, promouvoir une économie numérique et encourager les coopératives agricoles, je pense que je vais revenir dessus sur une autre vidéo pour ne pas que, enfin, un autre live pour ne pas que ça soit trop long. Donc voilà la famille, merci pour tous ceux qui ont tapoté, merci pour tous ceux qui m'ont écouté et voilà pour tous ceux qui veulent me rejoindre pour discuter un peu de ça, n'hésitez pas, faites vos demandes d'invitation et je vous accepterai. Voilà, j'en ai terminé. Voilà. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, vous pouvez écrire des questions dans les commentaires et moi je vais répondre avant de vous dire au revoir. En tout cas, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et j'espère que cette vidéo ce live a été enrichissant pour vous. Mais voilà, peut-être qu'il va falloir que je fasse une lecture un peu plus posée, plus soft pour que vous ayez tous les points, point par point. Mais ça, c'était, comment dire, c'était mon programme si j'étais présidente de la Côte d'Ivoire.
Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ouais, pas de questions. Ok. Bah écoutez, c'était un plaisir pour moi d'avoir pu parler de ce programme sur l'économie en Côte d'Ivoire, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, qui sont arrivés en cours, je vais vous dire, hein, donc ce qui m'a motivé, ce sont les chiffres que j'ai lus en faisant mes recherches, hein. Donc la Côte d'Ivoire détient combien, enfin ça c'était la question que je me suis posée déjà. Donc la Côte d'Ivoire détient combien de pourcentage de son économie face aux investisseurs étrangers. Donc en 2023, les investissements privés étrangers en Côte d'Ivoire étaient repartis comme suite: investissements directs nationaux 49% et investisseurs directs étrangers 51%. Sachant que ce sont les chiffres de 2023, je n'ai pas pu avoir les chiffres de 2024 parce que là les chiffres de 2025 pour l'instant ne sont pas encore faits. Nous sommes en plein dedans. Donc, je n'ai pas pu avoir les chiffres de 2024 parce que j'ai cherché. Au bout d'un moment, il y avait trop d'informations et les choses se perdaient, quoi. C'est comme si on ne voulait pas que je trouve les chiffres. Et donc, je me suis basée que sur les chiffres de 2023 que j'ai pu avoir pour pouvoir préparer ce direct-là. Donc, voilà. Donc, c'est pas normal qu'un pays riche comme la Côte d'Ivoire nous soyons à un investissement national de 49% et les étrangers 51%. Sachant que c'est bien plus que ça pour les étrangers. Donc, je dirais même pour les étrangers, peut-être 75 voire 80% d'investissement étranger en Côte d'Ivoire. Les chiffres que j'ai trouvés là sont biaisés, moi je pense, parce que on a vu avec le problème du Liban et tout ça en Côte d'Ivoire, et on a vu certains chiffres locaux, et donc ça ne peut pas être presque à moitié. Donc c'est pratiquement entre 79 et 80% l'économie des investissements étrangers en Côte d'Ivoire. Donc seulement que 10 ou 13% de notre économie, nous maîtrisons que 10 ou 13% de notre économie nationale, des investissements nationaux. Et le reste, ça vient des étrangers. Donc, comme je viens de vous dire, la main qui donne, ou la main qui demande, pardon, la main qui demande est toujours en dessous. Vous voyez, la main qui demande est toujours en dessous. Donc, voilà, forcément, il y a un qui donne et l'autre, voilà, qui reçoit. Donc, si nous sommes en dessous, ben, ça veut dire que notre pays ne nous appartient pas. En tout cas, depuis que Ouattara est au pouvoir, l'économie de notre pays, l'économie de la Côte d'Ivoire, ne nous appartient pas. Ça appartient aux étrangers. Majoritairement aux Français, parce qu'il y a plus d'entreprises françaises que autre chose. Majoritairement, l'économie de la Côte d'Ivoire appartient aux Français. Après, par la suite, aux Libanais. Après, il y a le Maroc, il y a la Chine, et voilà, en pourcentage et en pourcentage. Mais au moins 80% des chiffres réels des investisseurs étrangers, de l'économie étrangère, l'économie de la Côte d'Ivoire, 80% appartient aux étrangers. Voilà. Donc, si j'étais présidente, le programme que je vous ai lu tout à l'heure, c'est ce que j'allais appliquer. Favoriser la consommation locale, favoriser le Made in Côte d'Ivoire ou le Made in Kama, faire des échanges, ça c'est un autre live, je vais revenir dessus, faire des échanges commerciaux entre nous, pays africains, entre Burkinabé ivoiriens, entre Maliens ivoiriens, entre nous. Celui qui produit plus de ça et que j'en ai besoin, j'achète, et vice versa. Privilégier, priorité à nos parents de l'Afrique d'abord, avant de vendre aux autres. C'est ce que j'allais faire si j'étais présidente. Souveraineté, ça commence par une volonté de puissance économique. Voilà, merci de m'avoir écouté. Oh mon frère, moi je ne discute même pas avec toi, je ne vais pas dépenser mon énergie avec toi. Comme je viens de dire, c'est une fiction. J'ai dit si j'étais présidente de la Côte d'Ivoire, j'aurais
fais ceci et cela. Si toi, ton rêve, c'est de rester esclave toute ta vie, libre à toi, mon frère, c'est un choix. Tu fais le choix de rester esclave. Moi, si je suis présidente, les gens comme toi, je leur botte le derrière et je les fous à la porte. Voilà. Ah là là. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Euh, oui, non, mais il faut bien aussi que les moutons, on leur dise là où il faut qu'ils aillent brouter, parce qu'ici, c'est pas un live pour eux. Il n'y a pas de, il y a pas de culolo ici, il n'y a pas de, il y a pas de Congo ça, tu vois. Moi, je suis dans mon coin, dans mon petit salon tranquille. J'ai pas besoin de moutons, quoi, de ruminants ici, hein. Donc voilà. Moi, je vous dis ce qu'il y a à faire, hein. Si vous êtes content d'être des esclaves, ben, tant mieux. Chacun a son truc. Moi, je suis pas contente d'être esclave de quelqu'un. Voilà. Voilà. Donc, si l'économie de ton pays ne fonctionne pas bien, si tu n'arrives pas à manger, si tu n'arrives pas à te soigner, eh ben, c'est parce que au-dessus de ta tête, les dirigeants sont des poltrons. Ils ne font pas ce qu'il faut pour que tu puisses être souverain et au niveau de ta santé et au niveau de ta nourriture et au niveau de tout. Donc, un mouton égale à un mouton, hein. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je vais pas perdre mon temps avec un mouton, tu vois. Hein, mon frère? Quand tu vois la star, bah, avec un nom comme ça, c'est sûr que tu vas aller très loin, toi. Voilà, donc, merci de m'avoir écouté. Hein, et puis, je vous dis à très, très vite sur un autre live. Donc, je vais favoriser aussi le live sur l'échange commerciaux entre pays africains. On va privilégier ça. C'est ça une souveraineté, hein. C'est toi, tu choisis avec qui tu veux faire du business. Voilà. À partir du moment où on t'impose, où on te dit non, tu dois signer là, que non, nous on prend 75% et toi tu n'as que 15%, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc voilà. Donc voilà. Il faut pouvoir gérer tout ça. Hein. Voilà, la famille. Au tep à tous et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté et restez comme ça, unis. C'est hyper important pour pouvoir avancer dans ce combat. Vive la ES et j'espère que le prochain président de la Côte d'Ivoire ne sera pas celui que nous avons actuellement. Et là, c'est pas que moi qui le souhaite. Les Boussoumanios, les musulmans, les bouddhistes, les machins, tout le monde le souhaite. Donc, il n'y a que les moutons qui veulent rester là où ils sont. Ils sont contents qu'on les traite comme des moutons. Après, ils s'étonnent qu'on casse leur maison, qu'on les mette dehors. Et ils sont là, ils pleurent. Papa Ado, faut nous aider. Mais celui que tu dis qu'il a qu'à t'aider, là, celui qui a cassé ta maison. Il va t'aider comment? Vous êtes vraiment moutons, hein? Vous êtes vraiment moutons. Vous aimez, vous êtes maso. Vous aimez qu'on vous maltraite. C'est pour ça que vous êtes là en train de pleurer. Faut nous aider. Mais celui qui a cassé votre maison, il n'a qu'à vous aider comment? Si vous voulez vous aider, là, il n'allait pas casser vos maisons. De temps en temps, là, il faut utiliser ça un peu quand même. Au tep. Au tep. Allez, je vous laisse. Ah là là. Ah. Si j'étais président de la Côte d'Ivoire, beaucoup de nettoyage à sec. Allez, bye bye. Au tep.